Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Voilà, donc je n'ai plus à me présenter, c'est très bien. Alors voilà, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, donc on est en phase, oui c'est bon. Euh, c'est donc je vais parler d'un examen où je vais vous présenter un examen critique des techniques et méthodes de numérisation 3D appliquées au patrimoine architectural, en accent sur les enjeux cognitifs et méthodologiques qui y sont associés. Donc c'est vrai que ça fait un peu pompeux comme ça, mais on verra que c'est nettement plus pragmatique et terre à terre en fonction des différents cas d'études que je vous présenterai durant ce séminaire. Donc, alors peut-être simplement, de manière générale, je vais essayer d'introduire simplement en deux points. C'est vrai que le relevé en architecture, et surtout pour l'architecture construite, euh, donc est confronté généralement, on va dire, à deux grandes problématiques qui sont d'une part la problématique d'acquisition, qui est plutôt liée aux techniques et d'une part aux techniques qui sont mobilisées et donc à la question de l'exhaustivité des données que l'on récolte, au-delà de chacune des problématiques qui peuvent être rencontrées pour les moyens, alors qu'on utilise la photogrammétrie, de la lasergrammétrie. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sans doute dans les sessions précédentes, mais je reviendrai là-dessus aussi de manière un peu plus détaillée. Et puis une problématique plutôt liée à l'enregistrement et à la retranscription des connaissances que l'on peut acquérir sur un objet. Et donc cette problématique renvoie à des questions finalement, et ce sont ces questions nous qui nous intéressent, des questions de représentation architecturale. Quand je dis nous, c'est Denis, moi, voilà, c'est notre labo. Donc peut-être juste avant de voilà, sans aller plus loin dans ce cadre général, alors je vais juste vous présenter en deux mots la structure de la présentation, comme ça vous voyez où est-ce qu'on est, vous verrez où est-ce qu'on va aller, et ainsi de suite. Donc, une introduction générale, et j'aimerais d'abord vous présenter une mission qu'on a effectuée dans le cadre d'une commande de la part des monuments et sites de la ville de Bruxelles pour la documentation du musée Van Buren. En fait, cette mission et les résultats de cette mission, de cette recherche, on va dire, appliquée, euh, sont d'une certaine manière à la base d'une série de réflexions qui m'ont conduit et qui me conduisent à vous présenter aujourd'hui cet examen critique des techniques et méthodes de numérisation. Donc dans une deuxième partie, et ça fera un peu le corps de cette présentation, donc je vous présenterai à la fois euh, les, euh, les grandes techniques de numérisation qui sont couramment utilisées aujourd'hui et en essayant d'adopter un point de vue critique. Et donc là, je vous expliquerai quel positionnement j'adopte et quels sont les critères que j'utilise pour mener cette observation. Mais donc, peut-être je vais démarrer par ce premier point qui est le, le musée Van Buren, mais avant d'entamer et de démarrer avec cet exemple, euh, peut-être, voilà, ici on voit les quatre grands outils qui sont actuellement utilisés pour la documentation architecturale. Donc, on sait aujourd'hui que les technologies et le développement des technologies, alors peut-être vous les avez déjà plus ou moins utilisés, ces outils-là, mais on sait donc globalement que ces outils interviennent pour la documentation architecturale, l'étude et l'analyse formelle, l'archivage, la conservation ou de manière plus générale la gestion euh, d'éléments patrimoniaux. Alors quels sont ces outils? Donc le théodolite, je pense que vous en avez ici, donc, ou la station totale, donc, qui est à la fois un outil de mesure d'angle, un outil de mesure de distance avec un laser. Évidemment, le scanner laser dont on a parlé probablement, dont on vous a parlé il y a 2 semaines, si je ne me trompe.
Enfin, je pense qu'il voilà, ils sont un peu étendus là-dessus. Donc le scanner laser longue distance, là c'est l'exemple d'un pharo, voilà, qui permet d'acquérir des mesures et des coordonnées spatiales comme son nom l'indique, sur de grandes distances. Et puis un scanner laser ici en Minolta pour des courtes distances, notamment dans le cas d'objets plus petits ou dans le cadre de mobilier. Et ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, l'appareil photo qui est utilisé comme outil d'enregistrement, comme outil de mesure, puisque aujourd'hui on parle, enfin ça fait longtemps qu'on en parle, mais grâce au dernier développement qu'il y a eu, la photogrammétrie et maintenant la génération de nuages de points à partir de relevés photographiques devient un peu le centre d'intérêt où on va dire les recherches actuelles se focalisent, enfin les recherches techniques actuelles se focalisent pas mal sur ces enjeux-là ou la documentation par photogrammétrie d'objets architecturaux. Et donc là, je pense qu'on vous en a montré également la fois dernière, donc ces générations de nuages de points à partir euh, de voilà, de couples d'images qui sont calibrés dans un espace référentiel. Mais là, j'aurai l'occasion d'y revenir de manière un peu plus longue par la suite. Mais alors, finalement, ces techniques et ces outils pour l'acquisition et la documentation, euh, euh, finalement, à quels besoins répondent-ils donc, on peut dire bon, tout d'abord qu'ils répondent enfin, ils permettent l'acquisition de données colorimétriques, pas pour tous, évidemment pas pour le théodolite, euh, l'acquisition tridimensionnelle de données métriques, et l'analyse formelle, la restitution géométrique de caractères morphologiques d'éléments architecturaux, et enfin, de manière indirecte, la restitution d'hypothèses en 3D à partir de relevés d'états existants qui auraient pu être faits à partir de ces techniques. Et donc voilà, ça c'est pour brosser simplement de manière très générale, voilà, on a les outils, on a un certain nombre de besoins auxquels ils peuvent répondre et on a grosso modo les méthodes qui sont lasergrammétrie, photogrammétrie et relevé plus classique. Donc maintenant, je vais directement entamer avec ce point sur le musée Van Buren, parce qu'effectivement, cette mission, elle nous a permis de se confronter à une série d'enjeux qui lient finalement le relevé à la représentation et finalement à la transmission de connaissances. Puisque pour nous, ce qui nous intéresse en tant qu'architecte, c'est de comprendre comment est-ce que la représentation peut être un vecteur de connaissances. Donc la représentation n'est pas envisagée, ou la documentation architecturale, comme une façon d'acquérir un maximum de données dans un minimum de temps et avoir 10, 20 millions de coordonnées dans l'espace sur un élément. Donc la question de la transmission ou de l'acquisition d'une connaissance, et c'est un bien grand mot parce que c'est quoi acquérir une connaissance si ce n'est d'abord des informations qui sont perçus et qui sont confrontés à notre propre bagage ou notre propre connaissance, celle du récepteur, qui vraiment pour en tirer un savoir. Mais la représentation en tant que telle, donc, quels sont dans la représentation les jeux d'informations qui sont véhiculés. Et ça, c'est un peu la question centrale, ou ça a été la question centrale euh, de notre investissement sur ce projet. Alors, donc, peut-être expliquer juste en deux mots le musée Van Buren. Voilà, c'est expliquer déjà l'objet en tant que tel, le situer et les problématiques qui étaient associées à cette acquisition. Donc, le musée Van Buren est une maison Art déco de 1928. Donc, il faut savoir que s'ils sont donc au-delà de l'enveloppe extérieure, ce qui est intéressant dans cet objet architectural, c'est que
C'est ce type d'objet que l'on peut qualifier comme étant une œuvre totale parce que à la fois l'environnement ou l'enveloppe, le bâti, ainsi que tout ce tout ce qui touche à la décoration intérieure ont été faits euh, en une seule pièce par différents designers, ensembliers et décorateurs de l'époque, prestigieux décorateurs de l'époque. Et donc ce qui a donné lieu à une œuvre riche, riche de par, on voit des boiseries, des tapisseries, verreries. Et donc, il s'agit réellement d'un objet relativement complexe, non pas par la typologie formelle, mais par le projet décoratif qui s'y trouve. Et donc, finalement, acquérir je vais juste, peut-être avant de poursuivre, voilà, bon, cette image, voilà le type d'œuvres, mais ça, bon, qui ne sont pas liées au projet décoratif, mais ou indirectement, il s'agit voilà du Bruegel, de la chute d'Icare qui est disputée avec voilà, il se dispute l'original avec le musée des Beaux-Arts, donc ils prétendent eux le détenir, mais bon voilà, pareil du côté du musée des Beaux-Arts, donc voilà le genre d'œuvre qu'on peut retrouver. Cette photo illustre un peu aussi la dimension symbolique du lieu, donc c'est-à-dire qu'au-delà du projet en tant que tel, ce lieu c'était un espace où se rencontrait un cénacle, cénacle d'artistes, de politiques importants de l'époque, notamment Goldheimer ou David Ben-Gurion, la reine Elisabeth. Donc c'était aussi donc par cette dimension-là un lieu de prestige et donc d'une certaine manière, certains espaces ont une valeur qui dépasse l'objet et qui est de l'ordre voilà, de cette valeur symbolique par les gens qui l'ont fréquenté, quoi. Donc peut-être pour parler justement de cette question des problématiques, donc finalement ce bâtiment aujourd'hui, bon, il a été restauré, du moins l'enveloppe extérieure a été restaurée. L'enveloppe extérieure, donc je parle de la construction. Au niveau de l'intérieur, par contre, ce bâtiment a subi pas mal d'altérations, quelques travaux de restauration il y a plusieurs décennies qui ont été un peu hasardeux puisqu'ils se sont faits sans trop respecter ni l'esprit ni l'objet tel qu'il était à son origine. Bon, après, ça, je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais donc savoir comment revenir à un état originel et quel est cet état-là, donc c'est des questions qui me dépassent un peu. Mais globalement, donc ce bâtiment qui aujourd'hui est en charge sous la responsabilité des monuments et sites parce qu'il est classé, doit faire l'objet d'une restauration de ces espaces intérieurs. Alors, une restauration de ces espaces intérieurs, puisque d'une part, comme je le disais, il y a eu pas mal d'altérations, et d'autre part, il y a eu certaines dégradations, simplement liées au temps qui passe, notamment au niveau des tapisseries en crin de cheval, il y a eu au niveau des boiseries qui sont quand même pas mal endommagées, parce qu'il y a pas mal de matériaux fragiles et précieux. Et donc, avec ce constat-là, voilà, les monuments et sites désirent d'intervenir sur cet objet, d'effectuer un travail de restauration. Mais le problème est de pouvoir disposer de documents à la fois pour analyser et situer l'ensemble de on va dire, de ces dégradations, et donc en document d'analyse et d'étude en prévision des travaux à réaliser. Ça, c'est d'une part. D'autre part, simplement documenter l'objet à un instant T de son histoire et disposer d'un relevé exhaustif, si on peut parler d'exhaustivité, on verra plus tard, mais disposer finalement d'une empreinte de l'état tel qu'il est de son état actuel.
Et en dernier lieu, évidemment, pouvoir offrir via ce relevé un outil pour la communication, voire la sensibilisation dans le public plus large. Alors, d'une part, ce projet, comme j'expliquais, c'est un projet décoratif assez complexe, pas tant sur les espaces, mais plutôt sur la décoration. Donc, la question est de savoir quels sont les outils les plus appropriés pour relever et documenter cet espace. Donc, ça a été l'occasion pour nous de mener une réflexion sur les moyens contemporains de relevé et de représentation en fonction et de la typologie et des particularités de ce lieu. Donc, alors c'est vrai, on dispose maintenant de ces outils qui sont presque communément admis ou pas loin, donc qui sont le laser, le scanner laser, qui effectivement peut être un outil assez utile, voire non, utile, je ne sais pas, c'est peut-être pas le mot, mais certainement aurait permis une acquisition assez aisée et facile de tous ces espaces intérieurs, puisque finalement c'est une station qu'on pose au milieu, on la fait tourner, bon il y a quelques problèmes de calibration qu'on peut régler assez facilement, c'est plus des problèmes d'ordre technique, et en 5 minutes on peut acquérir une numérisation de cet espace avec une définition de l'ordre du demi-centimètre et en dessous, et certainement même encore plus précis. Et donc, on s'imagine ce scanner laser qui tourne et par minute prélève 900 000 coordonnées. Donc, c'est énorme. Le problème, c'est que relevé laser est en relevé métrique, en relevé, éventuellement, on peut parler de relevé spatial, puisque chaque coordonnée dispose donc c'est plus qu'une dimension, c'est une coordonnée qui est située dans l'espace. Donc, on dispose réellement d'en relevé dans ces 3 dimensions, mais ne nous permet pas d'apprécier tout le projet décoratif, les couleurs, les boiseries, les vernis, percevoir ce jeu de vernis, les tapis, même le mobilier, quelquefois, doit être intégré à l'espace puisqu'il a été créé en fonction de cet espace. Donc finalement, le relevé laser, bien que facile aussi par l'exiguïté des espaces à relever, n'était certainement pas le plus pertinent. Donc on s'est assez vite orienté vers l'orthophotographie qui finalement nous offrait la fidélité visuelle d'une photographie avec les propriétés métriques propres à l'orthophotographie. Le problème de l'orthophotographie, c'est que dans des espaces, ça marche très bien faire réaliser une orthophotographie en espace extérieur avec un téléobjectif où finalement on diminue très fort déjà les déformations perspectives simplement liées à l'optique. Là, donc du coup, avec le téléobjectif, ces déformations et ces informations liées à la profondeur et à la perspective sont déjà largement supprimées. Ici, on n'avait pas l'occasion d'utiliser un téléobjectif puisque les espaces font 3,5 mètres de large. Donc, on est obligé de travailler sur une sorte de mosaïque d'images pour effectuer ce relevé orthophotographique. Donc, une série de problématiques techniques en résulte qu'on essaye plus ou moins qu'on essaye tout court de traiter, mais bon, je ne rentrerai certainement pas dans ces aspects-là ici. Mais donc voilà, d'une part, l'orthophotographie nous permettait de disposer d'un document qui nous offrait la perception visuelle et en même temps les propriétés métriques de l'espace finalement d'une élévation projetée de manière orthogonale sur un plan placé dans l'espace. Donc, alors, là, ce que je vous présente ici, le petit dessin à gauche, donc à droite, il s'agit donc du hall d'entrée de la maison, donc sur 2 niveaux.
C'est un espace relativement complexe, de par le fait qu'il y ait ces balustrades, il y a cet escalier si on veut, au niveau du plan, on n'a pas le même plan au ré qu'au premier, si on fait une section. Donc finalement, c'est un espace. Je parlais de typologie relativement, ou de complexité géométrique pas très élevée. En l'occurrence, dans ce cas-ci, pour le hall, c'était pas tout à fait le cas, puisque ça nous a quand même poussé à effectuer quelques contorsions. Donc, le petit dessin que vous voyez à gauche n'est pas issu du relevé, c'est vraiment un dessin qui va me permettre, c'est une représentation qui va me permettre simplement d'appuyer le discours et de présenter finalement, d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on a réalisé ce travail. Alors, au niveau du processus d'acquisition, voilà, puisqu'on parle d'orthophotographie, c'est vrai que l'orthophotographie n'est pas récente. Enfin, je veux dire, on utilise finalement c'est la déformation d'une photographie ou un des plans de profondeur de la photographie, une des surfaces, est mise en vraie grandeur, ou du moins à l'échelle, en identifiant par l'identification de points ou de coordonnées sur la façade et leur transposition sur la photographie de manière à les tirer et la corriger. Bon, le problème c'est que l'orthophotographie, voilà, si elle pouvait, à partir d'un appareil photo et d'un théodolite, on peut réaliser à peu de choses près une orthophotographie. Ici, l'enjeu, puisqu'on est dans des espaces relativement exigus, on avait difficilement l'occasion d'aller placer un théodolite dans la pièce et de faire ces opérations, les répéter près de 60 fois pour relever tous les espaces pertinents ou tous les espaces qu'on a décidé de relever à l'intérieur. Donc, on est passé par un processus pas automatisé, le mot serait inexact, mais on est passé par une plateforme virtuelle où finalement toute la décomposition de la photo et tous les effets, la déconstruction des effets perspectifs de la photo c'est fait dans un environnement virtuel. Mais ça, limite, ça a peu d'intérêt. Maintenant, la technique est sans doute plus intéressante parce que à partir de plusieurs logiciels, on arrive à réaliser ce type d'opération. Il suffit d'avoir un logiciel comme ImageModeler, par exemple, qui permette de trianguler et calibrer des photos dans un espace virtuel. C'est-à-dire simplement pouvoir les calibrer, c'est-à-dire les situer, à la fois leur donner une coordonnée spatiale, donc les unes par rapport aux autres, et évidemment une orientation, parce qu'une photo placée dans un espace n'a pas d'orientation, enfin si on n'a que la coordonnée. Donc alors ici, comment ça s'est passé donc c'est tout d'abord un travail sur la triangulation, donc pour nous permettre de calibrer et de situer ces photos dans cet espace référentiel. On a procédé par l'identification de points homologues sur la photo. Donc ici, on voit une photo, une deuxième et une troisième, on voit avec le positionnement des caméras, en fait, qu'on décrit une sorte d'arc de cercle, ce qui définit le relevé à axe convergent. Et donc, une fois que cette identification de points homologues est réalisée, cette étape nous permet simplement de pouvoir situer et d'avoir ces appareils calibrés dans notre scène, qui finalement n'est constituée de rien d'autre que de ces positionnements. Ensuite, et là, on a opéré donc ici dans ce cas-ci c'est 3 photos, mais on a effectué un certain nombre de photos, là qui n'étaient plus pour calibrer nos photos dans l'espace, nos appareils photo dans l'espace, mais des photos qui nous permettaient, avec un objectif, enfin une plus grande distance focale, donc avec moins de déformation, on a effectué un patch de manière parallèle de plusieurs photographies. Ici, on voit 3 côte à côte qui reprennent finalement l'ensemble de la façade. Donc ces 3 photos sont celles qui vont nous permettre d'extraire les données des photos ou les parties des photos en vraie grandeur. Donc
une fois que cette identification est réalisée, que la calibration des photographies des appareils photographiques est réalisée, donc c'est-à-dire qu'ils sont placés les uns par rapport aux autres, on essaye de situer dans cet espace un plan qui correspond en plan, donc en simple polygone, qu'on situe sur différents niveaux de profondeur. Donc ici, comme on le voit, voilà. Donc ici, on a au niveau du garde-corps. Et une fois que le plan est situé, on ne fait que projeter une photographie, on projette l'information de la photographie sur ce plan et apparaîtra sur ce plan cet élément en vraie grandeur, donc l'élément qui correspond au plan de profondeur. Donc on opère ça pour les grandes profondeurs présentes dans la scène. Donc ici il y en a 3, 4, 5 exactement. Et pour obtenir en fin de compte voilà, une orthophotographie, donc une photographie géométriquement et radiométriquement corrigée. Donc cette opération finalement c'est un exemple mais qu'on a finalement développé, qu'on a reproduit sur à peu près une soixantaine d'élévations, enfin une soixantaine de faces. Mais on se rend compte que voilà, une fois qu'on obtient cette belle photographie redressée, malgré tout, il y a un certain nombre de problèmes qui restent, qui sont présents. Donc, d'une part, ici, malheureusement, ça ne se voit pas dans cette illustration, dans cette orthophotographie-là, mais des problèmes, on va dire que c'est une limite de la technique qu'on a utilisée, mais des limites liées simplement aux zones d'ombre. La perception conique d'un mur à travers l'objectif de l'appareil photo ne permet pas de capturer en une seule prise l'ensemble de l'élévation. Donc finalement, on est obligé de déplacer l'appareil photo, mais on ne peut pas le déplacer partout et il y aura systématiquement un objet devant qui occultera un autre à l'arrière, ou un objet qui occultera une partie de la façade. Et donc finalement, on s'est rendu compte que techniquement, il était quasiment impossible de relever l'entièreté de chacune des façades. Donc on s'est permis d'opérer un certain nombre, d'opérer une sélection sur certains éléments qu'on a omis délibérément ou qu'on a conservés parce qu'ils nous paraissaient plus importants ou significatifs par rapport à l'espace relevé. Et donc identifier finalement ces informations prioritaires dans le relevé, d'une certaine manière, nous donne une liberté qui est un peu gênante, puisque on nous demande d'effectuer un relevé exhaustif. On se dit ok, partons, et on se rend compte sur le terrain que les problématiques techniques nous empêchent d'effectuer ce relevé exhaustif. Et donc on doit prendre une série de... on doit prendre attitude et on doit un peu outrepasser notre travail en qualifiant et en disqualifiant certains éléments parce qu'ils sont secondaires. Donc c'était une posture assez inconfortable. D'autre part, ici, ça se voit également, c'est peut-être pas la plus appropriée, mais les questions de résolution de la qualité, c'est-à-dire que relever une façade, réaliser une orthophotographie d'une façade où on est réellement perpendiculaire à cette façade, ça fonctionne très bien. Une fois qu'on doit relever en sol ou en plafond, le plafond ça va encore parce qu'on peut le regarder perpendiculaire, mais en sol, ça veut dire monter sur une échelle. Ce sont une série de dispositifs assez compliqués et finalement, on a toujours quelque chose qui vient obstruer. Donc, on est obligé de travailler avec un angle assez fermé. Donc, c'est-à-dire que plutôt qu'être à 90 degrés par rapport à la surface, par rapport au plan, on se retrouve sur un angle plus fermé. Et donc, les résolutions sur chacune des photos, plus on s'éloigne, plus on s'éloigne du point où on a relevé la photo, plus la définition diminue fatalement. Et donc, finalement, lorsqu'on relevait des espaces au sol, des variations dans les résolutions. Et donc, de nouveau, cette question qui est de savoir quelles sont les parties qu'on doit privilégier, quelles sont celles qu'on met de côté au niveau de cette résolution.
Bref, donc tout ceci sont, enfin, c'est pour évoquer une série de limites qui sont d'abord des limites techniques euh, et quelque part qui nous imposent d'être attentifs finalement à l'objet architectural traité et donc avoir une véritable lecture et compréhension de l'objet pour pouvoir déterminer précisément quelles sont les informations qui ont du sens par rapport à celles qui n'en ont moins ou celles qui peuvent être mises de côté. C'est une question qui n'a en réalité pas de réponse, mais qui, enfin, moi du moins je n'en ai pas, mais quelque part, elle met simplement en avant le caractère quasiment analytique du processus de relevé. Donc, et là, je vais conclure avec ceci. C'est peut-être donc en 3 points. Donc, d'une part, cette question d'objectivité qui finalement est assez comique, puisque on obtient quand on voit cette image, on a quelque part le sentiment d'être confronté à un document extrêmement objectif, puisqu'il véhicule par son contenu photoréaliste une information ben oui, objective de l'objet relevé au niveau des dimensions, des couleurs, des formes que l'on peut percevoir ou deviner par les jeux d'ombre. Mais en même temps, de cette objectivité, on s'en éloigne, puisque finalement, comme on a vu, ou comme j'ai pu l'évoquer, il revient à l'opérateur de définir son approche ou l'attitude qu'il aura vis-à-vis de cet objet. Et donc, une lecture quelque part cognitive, une lecture, une observation analytique de l'objet pour hiérarchiser les informations et identifier les éléments architecturaux qui pourraient avoir plus de sens ou ceux qui sont secondaires, paraissent être des préalables pour garantir la valeur en termes d'information, la valeur informationnelle du document produit. Alors ça, c'est une question. Donc ça, c'est un constat ou une observation. Hein, c'est cette question d'objectivité. Une deuxième observation, et qui est étroitement liée, c'est la question de la sémantisation. Donc au-delà et là, je vais prendre directement un exemple. Voilà, ça j'avais pas présenté, mais c'est donc je fais juste un petit peu en arrière. Donc là, on voit juste une comparaison avec un relevé au laser. Et donc on avait utilisé le relevé au laser simplement pour valider d'un point de vue métrique la méthode que l'on avait utilisée. Donc effectivement, ça nous a permis de valider notre méthode, mais en même temps, on s'est rendu compte que voilà, sur les informations qui étaient véhiculées, l'orthophotographie se révélait évidemment dans ce cas-ci un outil peut-être plus pertinent pour la documentation. Donc je reviens sur ma question, et là on est toujours au niveau du hall, je reviens sur cette notion de sémantisation. Et donc au-delà de l'appréciation globale de l'objet, il paraît finalement indispensable comme je le disais juste avant, de déterminer les informations qui apparaîtront. Et donc finalement, en faisant ce travail-là, c'est de déterminer les éléments, et les éléments, donc, quelque part, de sémantiser l'élément architectural. Et donc, par exemple, ici, on le voit assez bien, quelque part, c'est que cette élévation, donc on voit une orthophotographie, donc le plan en rouge, ici et ici, définissent finalement l'espace, enfin, la zone de projection. Et on voit que suivant où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on place ce plan de projection dans l'espace, on obtient des informations très différentes qui racontent qui racontent une sémantique différente de l'objet architectural. Et donc, quelque part, cette question de sémantisation, elle est indispensable dans la mesure où, et intrinsèquement liée à la question analytique, évidemment, à la dimension analytique. C'est, par exemple,
Peut-être pas dans ce cas-là, mais je pense on était confronté à ce problème-là. À un moment donné, on est dans un espace où il y a une série de solives et bon voilà, est-ce qu'on les numérise, est-ce qu'on les relève leur profil ou pas, puisqu'on relève la façade. Et, un- donc a priori, moi j'aurais pensé, voilà, de toute façon, les solives, ben, ça appartient au terme plafond, ça n'a rien à faire sur la façade, donc ce n'est pas dans le même groupe sémantique, on s'arrête là, et puis voilà. Donc ça pose de réelles questions. Bon, au final, on a résolu ce problème en se disant que finalement le plan de projection est finalement, ou l'orthophotographie, on l'a fait fonctionner comme en plan de coupe, et donc tout ce qui est projeté apparaît. Même maintenant, comme on le voit, même en faisant une projection, on n'obtient pas les mêmes informations en fonction de là où on place ce plan de projection. Et donc, relever l'entièreté de l'objet était complètement illusoire, naturellement. Donc, ça, c'est une chose. Et maintenant, pour revenir sur cette illustration, le troisième point, c'était la question de la représentation et de la lecture architecturale. Donc, on se rend compte que finalement, cette orthophotographie, donc certes, elle est intéressante, elle nous permet de révéler l'espace, la matière, simplement par la lumière qui est présente dans la photographie. Donc on devine ses moulures, on devine un certain nombre de choses. Néanmoins, l'espace, puisqu'il s'agit d'une sorte de coupe, l'espace en noir, finalement, est un espace infini et ne nous raconte pas ou ne raconte rien sur la relation de cette orthophotographie à un ensemble architectural qui, lui, est évidemment cohérent. Et donc, sur cette question du contexte et du sens que l'on doit donner à la représentation architecturale, on s'est dit que l'image en tant que telle, là, n'avait une valeur, ou c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais de par le fait qu'il n'y avait pas les profondeurs implicites qui sont véhiculées par la codification architecturale, on était plus dans une sorte d'image ornementative. Et donc, ou ornementale, qui a une valeur ornementale. Et donc, on s'est dit, voilà, donc de cette image de cette photographie ou orthophotographie, il est nécessaire de lui associer cette codification pour donner du sens à cette image. Simplement pouvoir comprendre justement ce jeu de profondeur implicite, comprendre où est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on ne voit pas, notamment là on voit l'escalier qui est dans un autre, qui est en pointillé, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la coupe, mais que c'est une information qui se situe encore derrière. Et donc utiliser ce jeu de codification simplement pour donner du sens à l'image que l'on produit. Et donc au final, ce qui était très comique, c'est qu'on se rend compte qu'on obtient une sorte de dessin d'architecture classique, qu'on retrouve souvent au 19e, sauf que nous, on le travaille a posteriori, ici, il s'agit a priori, où il y a à la fois se mêlent dans la représentation des questions liées à la codification architecturale, ou un dessin symbolique, et un dessin réaliste avec le rendu de la matière. Donc voilà. Et ça, voilà, ça c'est plus un peu pour situer ce qu'on s'est entre guillemets amusé à faire. C'était après, une fois qu'on avait l'ensemble de ces orthophotographies, les situer dans leur contexte et les mettre en relation en les mettant dans ce même espace qui était en relevé plus traditionnel que l'on a fait en parallèle. Donc ça, je vous passe, mais grosso modo, c'est l'ensemble du relevé qui a été effectué, où on retrouve l'ensemble des orthophotographies classées par espace et par niveau, au sein d'une petite représentation qui ne fait que, entre guillemets, situer chaque coupe ou chaque orthophotographie dans ce petit espace référentiel. Donc voilà. Donc ça c'était, on va dire,
une grosse introduction qui simplement me permet d'expliciter ces relations entre dimension analytique et représentation architecturale ou relevé architectural. Et donc, on se rend compte que la question de l'outil, certes, fait beaucoup, mais ne fait pas tout, et que l'attitude et la position, le positionnement de l'opérateur est certainement déterminant, voire peut-être plus déterminant que l'outil utilisé. Enfin, c'est peut-être un peu dogmatique ce que je dis, mais enfin, on n'est pas loin. Donc voilà. Alors, examen critique des techniques et méthodes de numérisation 3D. Donc, c'est vaste, c'est très vaste. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est plutôt vous brosser une première observation, une première lecture que j'ai pu faire de différents cas d'études, de différentes techniques, et en essayant d'évaluer comment est-ce qu'elles pouvaient répondre aux exigences de la représentation architecturale. Et là, je reviendrai sur cette question d'exigence de la représentation architecturale. Donc, quelque part, ici, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt une réflexion en cours, où les conclusions, on pourrait arriver à se dire oui et alors, mais l'idée quand même est que je développe évidemment tout ça, mais enfin, vous allez voir, vous allez mieux comprendre, parce que là, je suis pas très clair. Donc, peut-être avant de parler des objectifs de cette étude, oui, donc c'est simplement, mais cette étude vise, enfin évalue donc la façon dont les outils et méthodes qui sont utilisés pour l'acquisition, puisque le relevé architectural, donc on peut parler de relevé architectural, mais le relevé c'est quoi? C'est l'acquisition puis la représentation. Donc c'est un processus qui est bien plus large que le simple fait d'aller acquérir des données sur le terrain. Bon, ça, c'est une définition que j'en donne. Je suis conscient que peut-être le relevé a une autre valeur pour vous. Mais donc, cette étude, finalement, c'est l'étude à la fois des outils et méthodes pour l'acquisition et la représentation des données, et voir comment ces outils et méthodes contribuent, parviennent à nous transmettre une connaissance architecturale particulière. Et donc, c'est se poser la question, mais voilà, on va très vite, les technologies évoluent très vite, mais qu'est-ce qu'elles nous apportent sur le plan de la connaissance ou de l'information véhiculée? Donc, les objectifs poursuivis par cet examen donc, sont d'une part observer, voilà, comme c'est noté, les outils et méthodes de numérisation 3D. Donc, dans un premier temps, c'est essayer de faire un premier état de l'art de ces techniques ou des techniques existantes dans le domaine de la documentation patrimoniale, d'évaluer la manière dont les représentations produites contribuent via le jeu d'informations numérisées à enrichir nos connaissances. Mais pour ce faire, il est nécessaire, et donc c'est également un des objectifs de l'étude, établir une grille de critères qui, elle, est susceptible de nous permettre d'observer et situer précisément ce contenu informationnel d'une représentation. Et enfin, c'est s'interroger, de manière un peu plus large ou un peu plus terre à terre, s'interroger sur la dimension cognitive du relevé architectural. Donc, et se dire, est-ce que le relevé architectural n'est qu'un acte technique? Moi, je ne crois pas. Mais donc, c'est... Voilà. Et donc, au travers d'une série d'études de cas, donc en l'occurrence, on en verra 5, qui suivent des degrés d'automatisation très différents. Donc, on va essayer justement de décrypter via cet outil méthodologique que j'ai mis en place, mais après, on peut le contester, il n'a de valeur qu'à partir des critères que je veux bien lui donner. Évidemment, ça reste très ouvert. Mais donc voilà, ça c'est, on va dire, pour brosser les intentions de ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, comme on l'a vu et comme on peut le dire de manière assez générale,
on peut considérer que ces dernières années, et certainement depuis l'apparition de l'informatique ou sa démocratisation, on va dire, euh, les outils et dessins de visualisation ont permis d'obtenir des systèmes, à la fois des systèmes immersifs de plus en plus performants. Parallèlement à ces outils de visualisation, les techniques de relevé, que ce soit la lasergrammétrie, la photogrammétrie et les derniers développements de la photogrammétrie, avec la génération de nuages de points automatiques, comme je n'en parle pas, mais comme on vous en a parlé, ont permis finalement d'obtenir des empreintes numériques qui fournissent simultanément à la fois des données métriques tridimensionnelles, mais également une information géométrique sur la morphologie de l'objet, ainsi que des renseignements sur ses textures et la façon dont la matérialité, la manière dont comment est composé cet objet. Donc, c'est-à-dire, c'est peut-être un peu aller. Je n'irai pas jusque-là. Retirer cette dernière phrase parce que je dis matérialité. Est-ce que non, je ne crois pas que ça traduise une matière. Ça traduit l'apparence d'une matière. Là, ça traduit rien du tout. Mais voilà. Donc la combinaison finalement de l'ensemble de ces moyens, c'est fait au bénéfice, c'est fait au bénéfice des acteurs qui sont concernés. Alors les acteurs dont vous faites partie, dont je fais partie, ces acteurs qui sont concernés par la gestion, l'analyse et la sauvegarde du patrimoine bâti. Mais au-delà de ces aspects quelque part qui sont réellement enthousiasmant, du moins quand on voit les développements qui en résultent. Enfin, c'est vrai on est assez surpris, même parfois séduit. Là, je parle évidemment pour moi, où on a des outils qui finalement offrent des limites de calcul de plus en plus poussées, où les limites de calcul sont repoussées, et avec des niveaux de définition qui sont assez impressionnants. Mais malgré cela, on sait qu'on va pouvoir continuer dans cette voie-là. Il n'y a pas de fin au développement des techniques et technologies. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une fin en soi? Je ne crois pas. Et je pense que des questions de fond, évidemment, subsistent. Et des questions de fond, elles, qui sont rattachées non pas à l'exhaustivité, à les questions d'exhaustivité, mais des questions de fond qui se rattachent plutôt à la représentation architecturale, qui évidemment est peut-être notre dada. Et donc, si d'une certaine manière on peut considérer que ces outils permettent ou sont comme une source, sont des sources d'enrichissement de la représentation architecturale, on a l'impression que ces instruments répondent d'abord à des impératifs de précision, comme je le disais, d'exhaustivité, qui eux sont un peu éloigné des enjeux cognitifs que comporte la représentation architecturale. Et donc sans étendre, parce que là du coup ça partirait sur de la sociologie, mais j'avais lu un ouvrage qui moi m'avait semblé très intéressant, et qui avait été écrit par Nathalie Hennig, où justement elle, donc il s'agit d'une sociologue de l'art si je ne me trompe, et donc elle considère finalement l'acte. Donc, c'est une femme, peut-être je vais un peu situer, je ne sais pas si vous la connaissez, mais donc c'est une sociologue qui s'est intéressée et qui a fait une observation des chercheurs qui travaillaient pour l'Inventaire général de France, et donc elle a évalué la manière dont ils mettaient ou non à l'inventaire certains objets, et suivant quels critères, qui ne sont pas toujours très clairs. Et donc dans cette démarche et dans cette étude qu'elle mène, finalement, elle nous indique quelque part que l'acte de représenter ne peut se soustraire à la question du regard, et alors là, et que l'implication du regard, même dans le travail de l'inventaire, que je vais exprimer ici via une phrase pour la citer, donc que moi je compare à la représentation patrimoniale, donc ce regard, ce qui produit donc
l'acte ou la représentation ou l'inventaire est ce qui produit du regard sur les choses avant même de produire un savoir sur ce qui est à voir. Bon, c'est un peu tarabiscoté comme ça, mais globalement, elle nous indique que l'enregistrement d'un objet consiste d'abord à construire un regard sur celui-ci, un regard qui préfigure la transmission d'un savoir. Et donc là, la dimension analytique qu'accompagne la réduction d'un objet à sa représentation graphique, finalement, est le point de départ de cette analyse. Et donc, point de départ, s'il en est un, peut-être un deuxième, ce serait ce fondement qu'on essaye ou que dans lequel j'essaye de m'inscrire sur avec l'histoire de la représentation architecturale, où ici, bon, voilà, on a finalement une gravure assez connue. Et donc, on remarque que l'observation est celle-ci, comme d'autres, et il y en a beaucoup d'autres, certaines gravures du Cinquecento, même du Quattrocento, peut-être moins bien, mais mettent en lumière justement cette application avec laquelle les architectes, ici en l'occurrence Palladio ou théoriciens de l'architecture, se sont employés à nous transmettre via la figure une connaissance déduite. Puisque ici, il ne s'agit pas de la représentation d'un objet qui existe, puisque c'était partiellement détruit, mais c'est un objet qui, en partie, sur lequel il a eu certaines informations, il restait quelques fragments, notamment de ce chapiteau, et il l'a reconstitué à partir d'une connaissance qu'il a déduite en relevant cet objet. Et donc, ce qui, quelque part, voilà, donc comme je le dis, donc lecture fondée à la fois sur le relevé et la transmission par la figure d'une connaissance déduite. Et donc, une représentation ici, dans ce cas, qui finalement est en lien, est l'espace où se retrouvent connaissance spécifique sur l'objet et une connaissance générique qui, elle, nous permet de construire ou d'apporter justement cette connaissance déduite. Et à côté de ça, cette représentation associe, et c'est aussi un aspect qui m'intéresse, et on l'a vu tout à l'heure, associe la codification architecturale à la vraisemblance visuelle. Parce qu'on voit ce travail sur la matière, les ombres... Et à côté de ça, se confronte immédiatement une lecture finalement relativement abstraite, puisqu'elle nécessite une interprétation ou la compréhension de certains codes sans lesquels on ne peut pas comprendre ce que l'on voit. Donc voilà, ça c'était, je vais dire, pour brosser, introduire un peu le cadre théorique, entre guillemets, dans lequel j'essaye de m'inscrire. Mais alors, le développement, ces développements conjoints, le développement conjoint de la lasergrammétrie, de la photogrammétrie et de l'ensemble de ces outils qui nous permettent de documenter les aspects dimensionnels ou colorimétriques du bâti, finalement nous donne l'illusion, et ça c'est peut-être assez important, nous donne l'illusion qu'on est proche de la représentation à l'échelle 1-1, la représentation du monde à l'échelle 1-1. Et cette représentation à l'échelle 1-1 et donc qui renvoie à cette question d'exhaustivité qui est plus de l'ordre du fantasme, mais qui est très bien décrite par Borghese. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de lire un texte. C'est juste 10 lignes, vous me permettez? Ouais. Donc c'est vraiment un tout petit texte, c'est de Borghese, et ça s'appelle De la rigueur de la science, et qui est un texte fondateur pour pas mal de cartographes, géographes, et indirectement pour des gens qui sont concernés par la représentation. Je pense qu'il est fort de sens.
Et donc, je vous lis. Donc, en cet empire, l'art de la cartographie fut poussé à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville et la carte de l'empire toute une province. Avec le temps, ces cartes démesurées cessèrent de donner satisfaction et les collèges de cartographes levèrent une carte de l'empire qui avait le format de l'empire et qui coïncidait avec lui point par point. Moins passionnés pour l'étude de la cartographie, les générations suivantes réfléchirent que cette carte, dilatée, était inutile, et non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest subsistent des ruines très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants les habitent. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres traces des disciplines géographiques. Et en fait, ce texte il y a eu tellement aussi d'articles qui ont été après publiés à partir de ce texte, mais finalement résume assez bien, c'est pour ça que je voulais le lire, résume assez bien les problématiques que je viens d'esquisser. Sur justement cette question d'absurdité à vouloir tendre à l'échelle 1-1 pour en arriver à quoi finalement à une représentation qui se substituerait à la réalité et qui perdrait, de par sa vocation analytique, qui perdrait justement son sens. Donc, voilà pour... donc ça, maintenant, c'est voilà, quasiment une petite aparté. Donc, pour conduire donc finalement cette approche sur les aspects méthodologiques et cognitifs du relevé architectural, donc on va observer une série de 5 travaux de numérisation, voilà, de manière à situer le jeu d'informations qui décrit l'objet architectural, puisque comme je le disais, bon là il s'agit plus d'un postulat mais qui consiste à dire que finalement la connaissance n'est pas intégrée à la représentation. La connaissance est ce que l'on tire ou ce que l'on construit à partir des informations que nous fournit une représentation. Et enfin, donc l'évaluation du gain, de ce gain informationnel en fonction des techniques de numérisation qui sont utilisées. Donc, alors, sur la question, puisque cette lecture sur la dimension ou le contenu informationnel donc est fondée à la fois sur un concept qui a été développé par 2 chercheurs, Blaise et Dudek, Jean-Yves Blaise et Yvonna Dudek, qui est Informative Modeling, mais là je le développerai un tout petit peu, et puis simplement une observation empirique des travaux de numérisation. Alors, peut-être juste avant de vous présenter l'ensemble de ces critères. Donc ces critères finalement sont fondés, donc, comme je le disais, en partie sur une étude qu'avaient réalisée Blaise et Dudek, et donc dans laquelle finalement ils essayent de proposer un certain nombre, donc ils dressent d'abord un certain nombre de constats, de déficits méthodologiques, de la modélisation. Et donc, eux, ils proposent une série de prescriptions et de règles, finalement de pistes méthodologiques pour accroître l'intelligibilité du contenu informationnel d'une modélisation 3D. Et donc, leur travail et leur étude est plus dans la prescription, donc en amont du travail de modélisation, que nous, où on essaye plutôt de se situer en aval et pour la réception et pour l'évaluation ou l'objectivation de la dénumérisation proposée. Et donc, finalement, par une logique de symétrie, j'ai considéré qu'il pouvait s'agir là d'une base théorique relativement légitime pour formuler du moins les premiers critères, une première grille de critères qui évidemment n'est évidemment pas fermée à ce que je vais vous présenter là. Alors ces critères que j'utiliserai après pour la lecture de mes observations sont l'échelle informationnelle. Donc l'échelle informationnelle fait référence à la distribution
de l'information suivant différents niveaux de lecture ou de perception de l'objet architectural. Et donc ici, on voit un petit exemple qui illustre 3 échelles informationnelles différentes du même objet. Donc on a un relevé nuage de points, donc un nuage de points relativement dense, qui est finalement une façon possible de représenter l'objet. On a le maillage polygonal, qui est un maillage qui est, c'est-à-dire on crée un polygone entre 3 points, de manière à constituer une enveloppe fermée, pour pouvoir appliquer des jeux de lumière ou une simulation lumineuse, et là c'est ce que vous voyez au milieu, et enfin avec la projection des textures qui viennent des photographies, d'un relevé photographique qui est projeté sur le maillage. Donc ici on a ces 3 échelles informationnelles. Donc d'une part il y a l'échelle informationnelle, la traçabilité informationnelle, qui elle fait référence à la capacité de la représentation à renvoyer aux sources documentaires ou données numériques, dans le cas justement d'un nuage de points, qu'on puisse retrouver les stations laser, qu'on puisse comprendre d'où viennent ces données et qui peuvent justifier de la présence d'un objet numérisé. Ensuite, l'intelligibilité informationnelle qui, elle, renvoie finalement à l'univers de connaissances, à un univers de connaissances susceptible de nous informer sur la sémantique architecturale de l'objet. Et là, donc, j'ai fait un petit schéma petite vulgarisation où voilà, on voit une entité qui est décomposée en 4, qui elle-même peut être redécomposée suivant, et ainsi de suite. Et donc la manière dont on rend intelligible l'information par ce travail de sémantisation. Enfin, la cohérence informationnelle qui exprime justement ce jeu de cohérence, ou cette cohérence qu'il peut y avoir entre la décomposition de la numérisation et la structure sémantique ou morphologique de l'objet traité, mais plus particulièrement, cette cohérence renvoie à la précision d'une entité numérisée par rapport à l'ensemble de la numérisation. Donc voir si dans une numérisation, si on est sur la même échelle ou s'il y a un élément qui est plus numérisé que l'autre et pourquoi. Et donc voilà, voilà ce que j'essaye d'exprimer via cette cohérence. Et enfin, la certitude informationnelle qui, elle, concerne pas spécifiquement des numérisations directement issues d'acquisition d'états existants, mais plutôt des numérisations liées à la formulation ou à la modélisation d'hypothèses ou d'états hypothétiques. Et donc, comme je le dis, donc, la certitude informationnelle exprime la manière dont la représentation fait état du degré de certitude dont on dispose sur l'élément architectural. Et là, on verra, suivant un exemple qui traite de modélisation hypothétique, justement. Et donc voilà, donc ici, on va dire, c'est la base, ou c'est ce qui va me permettre de mener cette observation. Et donc cette observation est à la fois fondée sur ces critères, pour chaque cas d'étude proposé, à la fois fondée sur les critères, et à la fois proposée sur une simple observation factuelle des moyens mobilisés. Donc alors, je démarre tout de suite. Alors, désolé pour l'anglais, mais c'est vrai que j'ai repris ce slide d'un colloque, donc vous m'en voudrez pas s'il y a quelques slides en anglais. Et donc, comme je le disais, on va observer ces cinq exemples ont des degrés d'automatisation très différents. On ira donc d'un processus de numérisation très automatisé jusqu'à un processus dit manuel, de manière à comprendre comment on évolue et comment évolue justement cette information. Donc, reconstruction automatique. Alors ici, donc, il s'agit d'un cloître de la numérisation des colonnes que j'avais précédemment utilisées pour expliciter mes critères, les critères mobilisés pour la lecture. Et donc ces colonnes donc, ont fait l'objet d'une numérisation à New York, puisque ce cloître a été à la Révolution
Donc a été vendu, enfin l'abbaye, tout le patrimoine a été vendu à un marchand de pierre, je crois qui a, qui a démantelé, qui a revendu à un marchand d'art américain, qui les a pris, il est parti aux États-Unis, d'autres sont en France, pas loin du site. Et bon, bref, il y a le cloître. Les éléments dont on dispose encore sont disséminés aux quatre coins du monde. Et donc l'idée dans ce projet de numérisation était, là c'est vraiment pour vous donner le cadre parce que c'est pas là-dessus que je va porter exactement mon analyse, mais l'idée du projet qui avait été mené était d'aller numériser, justement de se rendre à la à la galerie des cloîtres à New York, au MoMA, au Metropolitan, pour numériser les éléments dont ils disposaient, numériser ceux qui étaient encore disponibles en France, ainsi que numériser ceux qui étaient encore sur site, de manière à proposer une anastylose virtuelle avec l'aide d'historiens d'archéologues pour pouvoir, enfin une anastylose, oui, comme son nom l'indique, pour reconstruire ou proposer une reconstruction virtuelle et un inventaire de chacune des pièces, tout en sachant là où elle se situe. Donc là, voilà, on voit une image. Ça, c'est un peu la finalité de ce travail. Et on voit que les éléments dont on ne dispose pas sont un peu dans une géométrie un peu fantomatique, de manière à bien faire expliciter le degré ou le niveau des informations dont on dispose sur l'objet. Mais revenons sur la question de la numérisation de ces colonnes, puisque nous, on ne va pas s'intéresser ici, dans ce cas-ci, à la question de la restitution hypothétique, mais vraiment à la question de la numérisation à partir d'un nuage de points, et de s'intéresser s'intéresser à ce que permet ou ce qu'offre ce nuage de points, quand bien même il est traité suivant le maillage polygonal et ensuite la projection des photographies. Et donc on se rend compte de manière très évidente, là comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il dispose au niveau de son échelle informationnelle, que l'on dispose de 3 couches d'informations. D'une part, la première qui est le jeu de coordonnées où on peut voir chacun des points numérisés. Ensuite, une triangulation polygonale et enfin une information RGB, enfin l'information colorimétrique offerte par l'appareil photo. Mais donc ça, c'était au niveau de l'échelle informationnelle. Au niveau de la certitude informationnelle, et là, permettez-moi de mettre ce petit graphique, il n'a pas, je ne sais même pas si on le voit bien, il n'a pas énormément de valeur en tant que tel. Disons qu'il essaye simplement de nous permettre de visualiser la manière dont chacun des critères, voilà, parce que je dois faire avancer la souris, sinon, dont chacun des critères est observable ou non dans la numérisation. C'est simplement un petit diagramme qui va me permettre après de visualiser et de pouvoir comparer avec d'autres diagrammes pour avoir une lecture peut-être plus immédiate. Et donc, je disais donc, au niveau de l'échelle informationnelle, on se rend compte qu'il y a 3 niveaux de lecture possibles, 3 niveaux finalement, 3 jeux d'informations différents sur l'objet. Au niveau de la certitude informationnelle, elle ne s'applique pas ici puisqu'il s'agit bien entendu d'un objet existant, donc on relève l'état existant, on ne propose aucune hypothèse. Au niveau de la traçabilité, elle peut également être abordée, et à cet égard, les relations qui existent entre la numérisation et la source, c'est-à-dire le scanner laser et le positionnement du scanner laser sont explicités simplement par le jeu de coordonnées dont on dispose sur l'objet. Au niveau de la traçabilité, justement, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Et par contre, au niveau de la cohérence et de l'intelligibilité, sur la question de la sémantisation, on se rend compte qu'on n'a aucune autre information que l'élément en tant que tel. Donc, c'est-à-dire que on a une lecture qui est certes homogène, mais d'une seule entité sémantique qui est la colonne. Donc,
Si on regarde donc de cette première observation via ces critères, finalement, on n'a pas grand-chose à remarquer de particulier sur la qualité informationnelle. On peut néanmoins souligner que ici, le nuage de points, ou même le modèle polygonal texturé, a du mal à expliciter autre chose qu'une cohérence ou une cohérence visuelle et métrique de l'objet. Donc finalement, sur la question de la sémantisation, on n'a naturellement aucune information. Et donc sur le plan cognitif, comme je disais, oui, on a ces aspects métriques, on a ces aspects visuels qui nous offrent quelque part, et ça ce n'est pas négligeable, la possibilité finalement d'avoir une lecture très objective, parce qu'il y a peu d'intermédiaires ou d'opérateurs humains qui viennent, qui sont venus retraiter l'information. Donc il est vrai qu'on dispose d'une information relativement objective, mais qui, d'un point de vue architectural ou d'un point de vue de la transmission, nous offre relativement peu d'informations. Alors ensuite, pour rester dans le nuage de points, et ici c'est dans le relevé laser, et d'ailleurs l'exemple que je viens de montrer, ici il s'agissait d'un relevé d'un nuage de points relevé au laser, ça aurait pu être un nuage de points effectué à partir d'un relevé photographique. Je pense que les conclusions auraient été les mêmes. Ici par contre, sur la question de la reconstruction en fait c'est pas une reconstruction semi-automatique puisqu'on s'appuie sur un nuage de points, donc une reconstruction automatique entre guillemets, mais avec un enrichissement sémantique. Et donc ici, dans ce cas-ci, donc je ne vais pas revenir sur l'analyse du nuage de points et essayer de déterminer qu'on voit ici à droite dans le petit diagramme, mais c'est pas ce qui est le plus important. Donc je ne vais pas revenir sur l'analyse du contenu informationnel du nuage de points, mais par contre ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cas-ci, on voit qu'il y a une série d'annotations qui ont été effectuées, qui sont superposées au nuage de points et qui viennent enrichir, d'un point de vue cognitif, viennent enrichir ce nuage de points par l'ensemble et là on va mieux le voir, voilà, ici, par l'ensemble des relations dans le graphe de description sémantique. Et donc, cet aspect-là, donc effectivement, cela introduit une certaine subjectivité fatalement, puisqu'on est confronté au regard quelque part de l'analyste, celui qui a décrit l'arc et qui l'a décomposé, mais en même temps, notre lecture est certainement enrichie par cet apport analytique. Donc, maintenant, donc ici, il s'agissait d'exemples, qui utilisaient des procédés relativement automatisés. Ici, le GML, c'est beaucoup plus ambigu, et donc ça devient certainement beaucoup plus intéressant au niveau de l'observation que l'on peut en faire. Donc le GML, simplement pour peut-être un tout petit mot sur ce que c'est comme technologie. Donc il s'agit de la Generative Modeling Language, qui est un langage paramétrique qui a été développé à Graz par un institut de visualisation qui travaille sur des questions informatiques. Et donc ils ont développé, donc c'est pas spécifiquement pour l'architecture, mais là ce que je vais vous montrer est une des applications liées à l'architecture. Et donc ici, on voit une reconstruction, un début de reconstruction par langage paramétrique de la cathédrale de Cologne. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'à la différence d'un outil de modélisation 3D, où finalement on a une approche assez sculpturale dans la modélisation, la plupart d'ailleurs des modèles que l'on voit aujourd'hui, surtout dans le cas de restitution hypothétique, s'appuient sur une modélisation manuelle qui est réalisée dans des logiciels, dans des modeleurs
que je vais appeler des modeleurs traditionnels, où finalement on travaille la géométrie un peu un peu comme en sculpteur, c'est-à-dire qu'on déforme des primitives géométriques pour les adapter à une entité géométrique qu'on aurait à l'esprit ou qu'on a documenté sur un bout de papier, ou voilà. Ici, le processus est relativement différent et c'est pour ça il est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien de modélisé manuellement. Tout est encodé et paramétré. Et donc, c'est-à-dire que ce que l'on perçoit est le résultat précis d'une lecture décrite ou d'une observation qui a été décrite en langage. Je ne vais pas dire que c'est lisible en tant que tel, on ne peut pas en faire une revue et que se commencer à lire le script, mais disons qu'il y a une relation très forte justement à cette dimension analytique. Et donc, dans ce cas-ci, et c'est l'exemple sur lequel je vais peut-être un peu plus m'appuyer, donc c'était sur la génération de fenêtres à remplage. Ici, donc, toutes les opérations géométriques effectuées dans ce cas-ci ont été réalisées par la compréhension et finalement la traduction en langage informatique de règles de composition qui étaient appliquées pour la conception de ce type de fenêtre. Et donc, où on sait finalement, on sait qu'en réalité, au-delà de leur apparente complexité, elles sont le résultat et le fruit d'opérations et géométriques relativement simples, parce qu'elles étaient déterminées par des outils relativement simples. On ne disposait que de la règle et du compas. Et donc, ces opérations de composition sont reprises et mises telles quelles, ou traduites telles quelles dans un langage informatique pour générer de manière non ambiguë, proposer une formalisation de ces règles, une formalisation visuelle. Alors c'est vrai que là on s'éloigne, même pour nous architectes, on est quasiment dans de l'informatique pure et dure, mais cette démarche est néanmoins très très intéressante. Et alors, si maintenant, en observant cette représentation, ce jeu de représentation via cette grille de critères, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'échelle, on peut dire qu'on a deux lectures possibles de l'objet. D'une part, on a la visualisation 3D comme elle apparaît à l'écran, et d'autre part, on a cette description paramétrique qui nous permet à tout instant de revenir sur les règles de composition et de pouvoir les évaluer simplement d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue du partage de connaissances. C'est très intéressant cet aspect-là, naturellement. Au niveau de la certitude, puisque là on n'est pas loin de l'hypothétique, puisque on n'est pas loin d'une variation procédurale à partir d'une règle, une règle figée. L'idée est de produire un certain nombre de formes répondant très précisément et, comme je disais, de manière non ambiguë à ces règles. Donc au niveau de la certitude informationnelle, c'est vrai que c'est un peu plus problématique dans la mesure où le degré de certitude dont on dispose sur ces règles de composition même n'apparaît à aucun moment de manière explicite. Et donc comme objet d'analyse et de partage, d'évaluation scientifique, c'est peut-être plus délicat. Par contre, au niveau de la traçabilité, donc c'est-à-dire que la relation entre l'objet, la forme visuelle et ce qui justifie finalement c'est la numérisation, ce qui est très intéressant ici, c'est que l'historique des opérations qui ont été effectuées et qui ont permis d'aboutir à cette visualisation 3D sont présentes et accessible dans l'interface au niveau du script. Et alors, peut-être c'est vrai que je pourrais parler d'intelligibilité, même si ici l'affiliation
est quelque part garantie d'une certaine manière. L'affiliation entre le modèle et l'univers de connaissances est garantie par le simple fait que cette visualisation est décrite et est accessible, ou la description est accessible. Voilà. Donc, ah oui, peut-être, oui, mais le graphe, c'est devenu un peu du cosmétique sur ces illustrations. Peut-être je vais aller directement sur le prochain qui, lui, m'intéresse particulièrement. Prochain exemple qui est une reconstruction. Et là, enfin, je parlerai plus de reconstruction, mais de restitution, parce que il y a comment dire, une étape manuelle, enfin, un enrichissement par un travail manuel très important. Donc, on va parler plutôt de restitution semi-manuelle ou semi-automatique. On va voir pourquoi il peut y avoir cette ambiguïté. Et donc, il s'agit d'un étudiant chez nous qui avait travaillé l'année dernière dans le cadre de son mémoire sur la numérisation ou la proposition d'hypothèse de restitution pour le cloître, excusez-moi. Cette année, on travaille sur le cloître. Donc, c'est pour le réfectoire de l'abbaye de Villers-la-Ville. Donc, alors, l'enjeu, il est assez simple. C'était donc le réfectoire qui se situe ici. Voilà. Donc, l'enjeu était avant tout en prétexte à réfléchir sur des questions, évidemment, de représentation, des questions qui nous intéressent. Et donc, d'une part, on s'était dit, on va numériser le bâtiment, l'état existant du bâtiment, de manière la plus fidèle possible. Et ensuite, on essaiera, à partir de cette empreinte de l'état existant, de formuler un certain nombre d'hypothèses sur base de sources documentaires qui étaient essentiellement la thèse de Thomas Commans sur l'abbaye de Villers-la-Ville et plusieurs ouvrages de Charles Lycock qui, il y a 2 siècles, a largement documenté l'abbaye. Et donc, à partir de ces ouvrages et de ces sources documentaires, l'idée était donc de proposer ce modèle, mais ce n'était évidemment possible de confronter cette documentation, de spatialiser le contenu de cette documentation qu'à partir du moment où on disposait d'un modèle évidemment viable et précis de l'état existant. Ceci étant, l'état existant nous offrant d'autres informations, notamment sur des départs de voûtes et ainsi de suite. Donc on avait un certain nombre d'informations à notre disponibilité, en plus de la documentation textuelle. Et donc, peut-être un mot sur la façon dont on a numérisé ce petit objet. Donc il s'agit d'une photomodélisation, donc ça s'appuie toujours sur des techniques de photogrammétrie, donc donc c'est par un calage ou on va dire en recoupement d'images, en référencement d'images dans un espace référentiel, un référencement de photographies, mais où on ne génère pas de manière automatique, comme ça a été, c'est souvent le cas actuellement, de manière automatique en nuage de points, mais on modélise directement à partir de primitives géométriques, on modélise directement dans cet environnement 3D. Et donc, voilà le résultat, un des résultats de cette modélisation de l'état existant. Et donc au-delà du travail d'identification de points homologues, de calibration, de mise en place du système, du système spatial, cette modélisation finalement s'appuie pas mal, puisqu'elle est complètement manuelle, sur l'interprétation et la lecture des géométries, de la morphologie de l'édifice. Donc, au niveau de ce qu'il en résulte, puisque bon là je pourrais, il s'agit d'un modèle 3D, donc je pourrais vous le tourner, le présenter sous toutes les coutures. Donc, ce modèle donne l'illusion, ou donne l'impression plutôt, ce serait plus juste, d'une cohérence visuelle et métrique avec l'objet relevé.
Néanmoins, on verra qu'il y a quand même quelques nuances, si pas de grosses nuances à apporter à ce niveau-là. Alors tout d'abord, bon, au niveau de l'échelle informationnelle, ici on voit, on dispose de deux types d'informations différentes qui sont le maillage, enfin là, il ne s'agit pas de maillage polygonal, mais la reconstruction polygonale. Donc on voit l'ensemble de ces polygones qui ont simplement été construits, qui sont des patchs qui ont été appliqués pour pouvoir reconstruire cet objet. Enfin, c'est à nuancer aussi parce que évidemment c'est parfois un peu plus complexe que ça, puisqu'il y a certains éléments sont issus de, de, de déformations progressives, c'est-à-dire qu'on prend par exemple dans le cas d'une colonne, ça marche très bien puisque c'est symétrique à tout niveau, on prend un cylindre et qu'on extrude progressivement pour obtenir la colonne. Donc c'est un mix de techniques relativement différentes, mais globalement l'ensemble de la décomposition est issu clairement de l'application de polygones sur ce modèle. Ensuite, cette deuxième couche d'information qui est la présence de la texture liée aux photographies, à la projection des photographies sur le modèle. Donc, au niveau donc, de ce deuxième élément, donc, ça vient clairement enrichir au niveau colorimétrique l'aspect du bâtiment. Maintenant, sur la question de la certitude informationnelle, donc la maquette représente clairement un état existant, donc on n'est pas dans le cas d'une hypothèse de restitution. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas il n'y a pas à s'étendre sur ce point-là. Par contre, là, au niveau de la traçabilité de l'information, c'est vrai qu'on sait que, et ça c'est intéressant, les photographies ou les textures qui sont présentes dans le modèle sont directement issues des photographies qui elles-mêmes sont référencées spatialement, et donc finalement on retrouve assez bien la raison ou la justification de ces textures dans le modèle. Donc ça, il n'y a évidemment pas de souci à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la décomposition polygonale, la justification est nettement plus difficile. Et justement, et c'est ça qui est intéressant ou qui est peut-être la plus grosse critique que l'on peut faire, c'est que aucun indice dans cette maquette ne nous permet d'avoir une lecture précise des connaissances génériques qui ont été mobilisées. Donc on ne sait pas s'il s'agit, enfin on s'en doute à certains moments puisqu'on voit que ça colle à l'objet, mais il y a certains moments, on voit que l'objet, peut-être pas dans cette image-ci, mais dans le cas peut-être des colonnes qui se situent à l'intérieur, où le modèle colle précisément à l'objet, à l'entité relevée, et d'autres moments où des déformations majeures sur la façade ne sont pas prises en compte. Et donc il y a une sorte de liberté prise dans le niveau de définition. Et en parallèle, en plus, on ne sait pas donc s'il s'agit justement, on ne peut pas exactement dire jusqu'à quel niveau on s'appuie sur des connaissances spécifiques à l'objet ou jusqu'à quel niveau on va exploiter des connaissances, nos propres connaissances, des connaissances génériques sur des thésaurus de forme, par exemple, pour recomposer certains éléments ou pour nous aider à appuyer notre modélisation. Et enfin, pour conclure, au niveau justement de cette cohérence, c'est justement ce niveau de définition qui est finalement très très fluctuant, même s'il n'apparaît pas, et c'est justement là peut-être où se situe le leurre, où il faut porter peut-être une attention un peu plus importante. Alors c'est clair que si au niveau visuel, on peut dire qu'il existe une cohérence globale avec l'objet qui a été numérisé. Néanmoins, cette numérisation ne nous permet pas d'apprécier de manière très précise la justesse de la proposition, puisque on ne peut pas évaluer la manière ou le pourquoi ou qu'est-ce qui justifie ce type de décomposition ou ce type de reconstruction géométrique. Donc, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à certains moments on modélise de manière très fine, d'autres pas, et donc il y a une série d'espaces d'inconnus, on va dire.
Et enfin, sur le plan cognitif, c'est clair que l'apparence visuelle ainsi que certains aspects formels de l'édifice sont, peuvent être appréciés, mais le modèle se révèle nettement moins efficace en termes de véhicule scientifique et rigoureux d'une connaissance architecturale particulière. Donc voilà, ça c'est peut-être pour... ouais. Et le petit diagramme sur la fin. Ouais. Ah voilà, ça c'est intéressant. Je suis désolé, j'ai pas fait tourner les images suffisamment rapidement. Mais là on voit justement, je vous parlais de la manière dont le modèle parvient à coller de manière très précise ou non avec l'objet. Ici on voit qu'il y a plus ou moins on va dire de liberté, c'est-à-dire que ici une ligne est tracée, le mur est considéré comme parfaitement droit, or que ce n'est pas tout à fait le cas, et or que on pourrait dire que c'est un niveau de définition qui n'a pas été exploré, pas jusque-là, mais en revanche à l'intérieur, au niveau des colonnes, c'est extrêmement défini. Au niveau DB, pareil également, donc c'est vrai que ça nous laisse songeur, ce modèle. Et enfin, et je terminerai par ce dernier cas d'étude, qui est une restitution manuelle, complètement manuelle, donc c'est-à-dire qu'on ne s'appuie plus sur une acquisition sur site, ou du moins si c'est le cas, c'est extrêmement minime les informations présentes dans la numérisation issue d'un relevé sur site. Et donc il s'agit de la restitution du plan de Rome, qui est un projet assez ambitieux, mené par une équipe française en partie je pense aussi. Il y a une partie qui est faite également aux États-Unis. Donc ici on voit une numérisation du forum d'Auguste. Alors peut-être en mode d'abord, avant de rentrer sur une évaluation du modèle qui est par ailleurs assez élégant. Enfin, je veux dire, c'est assez séduisant de voir ce modèle. Maintenant, on verra que il y a quand même malgré tout énormément de choses à dire. Mais peut-être d'abord en mot sur l'enjeu de ce projet. Donc il s'agit tout d'abord d'un projet qui a une double vocation, qui a été réalisé dans le but à la fois, donc clairement de proposer une restitution hypothétique, de pouvoir numériser un ensemble de documents qui étaient fournis, plus quelques fragments d'informations de l'état existant, et proposer une restitution virtuelle de ces connaissances et des informations dont on dispose. Et donc les objectifs de cette numérisation, qui sont plus vastes que le forum que l'on voit là, qui s'étendent de manière plus générale à une bonne partie de Rome au IVe siècle, après Jésus-Christ, cette restitution hypothétique a deux exigences, a deux ambitions, répond à ces deux exigences, qui sont d'une part une exigence d'ordre pédagogique, et là on peut clairement l'entendre, par le caractère immédiat ou immersif que propose une restitution de cette nature-là, avec ce degré de définition-là, d'autant qu'il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'images ni de vidéos, mais d'un environnement virtuel où il est possible de déambuler dans ce plan en temps réel. Donc la dimension pédagogique est clairement... il me semble qu'elle est relativement évidente. Et il y a une deuxième exigence qui est une exigence scientifique, puisque le modèle a pour ambition de réunir ou de collecter, d'être la traduction plutôt, de collecter un certain nombre de documentations qui font état de bâtiments majeurs à Rome au IVe siècle, de pouvoir les collecter au sein de cette maquette, et finalement que la maquette permette d'une certaine manière d'être l'état relatif de ces connaissances dont on dispose. Et donc maintenant, si je rentre un peu plus en profondeur dans cette image, donc, on voit donc sur l'échelle informationnelle
là, on peut dire qu'il n'y a, en réalité, qu'il n'y a que l'apparence du bâti qui nous apparaît, enfin que l'apparence visuelle du bâti. Il n'y a pas de description particulière ou associée. Et ainsi qu'une deuxième qui est le jeu de sources documentaires sur lesquelles s'appuie la reconstruction de ce bâti, ou la restitution de ce bâti pour être plus exact, qui elles sont accessibles via des jeux de métadonnées. On clique à gauche, on clique à droite et hop, et on va chercher les informations. Alors, ça c'était au niveau de l'échelle, mais au niveau de la certitude, il me semble qu'il y a nettement plus de choses à dire, puisque on se rend compte que finalement il est assez difficile, surtout si, comme il le présente, ce projet a des ambitions ou répond à des exigences scientifiques, on se rend compte qu'il est malgré tout assez difficile de pouvoir isoler dans cet ensemble, dans cet univers d'hypothèses, les informations qui découlent de manière directe de sources documentaires et de savoir exactement lesquelles, et de faire la distinction avec des informations qui relèvent d'interprétations peut-être plus libres. Et donc, on obtient, c'est vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie ou de codification graphique qui nous permettent d'un moment donné faire cette distinction. D'autre part, et peut-être juste un exemple, c'est vrai qu'on ne le voit pas bien, mais il me semble, je ne suis pas archéologue, donc j'ai peur de dire une très grosse bêtise à ce niveau-là, mais je me lance quand même sur la question des chapiteaux, vous me direz ce que vous en pensez, mais il me semble que les chapiteaux de ces colonnes, bon, apparemment d'ordre corinthien, correspondent finalement, ou sont finalement une assez mauvaise interprétation des connaissances architectoniques typées pour ce type de chapiteaux. Et d'ailleurs, cela pourrait traduire soit une incompréhension formelle de l'élément, soit l'absence d'information sur cet élément. Puisqu'on regarde, si je vais sur une... voilà, on voit la façon, peut-être on ne le voit pas très bien, mais on voit la façon dont sont représentées ces feuilles d'acanthe. On a réellement l'impression qu'il s'agit d'une feuille avec, enfin, sans épaisseur. Il s'agit quand même d'une pierre qui a été sculptée. Donc, enfin, c'est une réelle interrogation. Et donc, probablement, j'ai l'impression qu'il y a clairement une série d'interprétations qui s'éloignent assez fort justement des règles de représentation, s'il y en a de ce type d'éléments architecturaux, et dont on n'a pas directement dont on n'a pas directement connaissance. Alors, d'une certaine manière, en soi, ce n'est pas dérangeant dans la mesure, enfin, parce que je n'ai pas de jugement de valeur à apporter ici, évidemment, c'est pas ce que je recherche, parce que je pense qu'effectivement, d'un point de vue didactique, c'est très intéressant. Néanmoins, j'ai un peu l'impression que c'est une approche qui est extrêmement réductrice vis-à-vis de la numérisation. La numérisation pourrait, et ce qu'elle ne fait pas ici, pourrait servir comme traduction géométrique ou spatiale d'une connaissance précise, ou la traduction précise d'une connaissance déterminée. Ici, j'ai l'impression que justement il y a une espèce de rendu homogène qui finalement dissimule cette subjectivité qui est éminemment présente, qui n'est pas un problème en soi, mais qui gagnerait, enfin la numérisation gagnerait probablement à révéler ce degré d'incertitude. Donc voilà. Alors, peut-être pour faire une évaluation générale et conclure, parce que je vois que l'heure tourne et c'est vrai que ce serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir un échange. Sur les évaluations, on peut mener déjà un certain nombre de constats qui sont relativement factuels. Et
enfin voilà, je prends cette image en illustration, mais on se rend compte que dans beaucoup de numérisation, l'outil ne semble pas être complètement déterminant pour l'enrichissement cognitif de la représentation. Ils le sont probablement pour la documentation numérique stricto sensu, mais pas pour la représentation architecturale comme véhicule de connaissances. Et ce qui me pousse finalement à proposer, au regard des enjeux historiques et cognitifs que j'ai pu évoquer en amont, cela me pousse à faire un bilan sur 2 points. D'une part, qui sont extrêmement factuels, je l'admets, mais qui sont assez révélateurs sur le développement de ces outils. C'est que d'une part, la mise à distance de l'opérateur dans un processus de reconstruction automatisé permet certainement un gain d'objectivité, permet de produire des numérisations qui, d'un point de vue scientifique, auront certainement plus de légitimité parce qu'on pourra probablement se les partager sans avoir à remettre en cause ce qui est produit ou moins directement. Mais que d'un point de vue de l'apport, justement, de cet apport cognitif, ça se révèle souvent ou peu efficace. Ça se révèle relativement peu efficace en comparaison à des mécanismes analytiques ou subjectifs qui sont, enfin, voilà, d'interprétation comme on peut l'avoir vu dans des exemples de numérisation s'appuyant sur des procédés moins automatisés. Mais d'un point de vue justement cognitif, ces directions semblent d'un intérêt certainement majeur. Néanmoins, et comme on l'a vu, j'ai le sentiment dans le dernier exemple, une numérisation qui ne fait pas apparaître le niveau relatif de nos connaissances ou des connaissances qu'elle contient peut difficilement se justifier finalement comme un objet d'évaluation scientifique ou un outil d'évaluation scientifique ou un objet de partage ou d'étude dans la recherche. Et enfin, donc là, parce que ceci n'est pas très intéressant, je vais directement peut-être aller sur des conclusions qui sont voilà. Donc tout d'abord, on a pu observer la formulation de critères pour nous permettre d'observer et situer le contenu informationnel d'une représentation. Comme je dis, il n'y a rien de figé, c'est une observation qui n'est basée que sur ces critères. On pourrait en rajouter encore 15, 20 autres dans un travail d'objectivation. Je ne pense pas qu'il y ait réellement une fin à ce type de procédé. Le jeu, donc, à travers ce jeu d'informations numérisées, on a pu vaguement évaluer la manière dont ce jeu enrichit ou non nos connaissances architecturales, faire un bilan des insuffisances méthodologiques entourant les techniques et méthodes de numérisation du patrimoine architectural, qui semblent oublier le développement, une question qui est pourtant centrale, ou justement la question de la représentation architecturale et toute sa dimension cognitive. Et enfin, les relations d'interdépendance, comme je viens de conclure, ces relations d'interdépendance existant entre le degré d'automatisation et les implications cognitives qui sont relativement factuelles. Alors en termes de perspective, puisque, comme je le disais tout au début, il s'agit plus d'une réflexion en cours, tout d'abord certainement poursuivre, il me semblerait intéressant de poursuivre sur ce travail d'objectivation au travers de cette grille de critères, certainement de l'affiner. Ensuite, de mettre en place une étude qui viserait à identifier, puisque ici on ne s'est intéressé qu'à la représentation en tant que telle, mais s'intéresser à l'ensemble du processus du relevé, et donc les processus perspectifs, cognitifs et techniques qui sont mobilisés dans l'acte du relevé architectural. Et voilà. Et donc je vous remercie pour votre attention.